Alors, bonjour et bienvenue à notre séminaire portant sur la surveillance intégrée de la maladie de Lyme au Québec. Il s'agit donc de notre troisième séminaire du calendrier 2022-2023, des séminaires en surveillance continue de l'état de santé et en vigie sanitaire de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Donc, avant de continuer, juste vous laisser savoir que le séminaire est enregistré et qu'il sera disponible ultérieurement et que pour les personnes qui ne veulent pas apparaître dans la vidéo, vous allez pouvoir garder votre caméra fermée. Donc, je me présente Fatima Binaté. Je suis récemment diplômée de l'option surveillance épidémiologique de la maîtrise professionnelle en santé publique de l'école et actuellement professionnelle de la surveillance à la direction de santé publique de la Montérégie. Donc, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Marion Ripoche, vétérinaire de formation. Elle a obtenu son PhD en épidémiologie à l'Université de Montréal en 2018 et depuis la fin 2018, Madame Ripoche est passée successivement de son poste de conseillère scientifique spécialisée à l'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique du Québec, dans l'unité de surveillance, évaluation du risque et contrôle des maladies infectieuses, à celui de coordonnatrice de la surveillance intégrée de la maladie de Lyme au Québec. Donc, c'est le poste qu'elle occupe actuellement, en plus de participer à différents projets portant sur la maladie de Lyme. Elle va donc nous entretenir aujourd'hui sur le fonctionnement et la raison d'être du système de surveillance de la maladie de Lyme au Québec, de même que sur l'épidémiologie de la maladie et son évolution. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à Madame Ripoche qui va nous en dire plus sur ce sujet. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Alors, je vais commencer par faire le partage d'écran. Ça devrait être celui-là. Est-ce que là, c'est bon? Vous voyez bien l'écran? Oui, on voit votre écran. Donc, effectivement, on m'a demandé de venir vous présenter la surveillance intégrée de la maladie de Lyme au Québec. Donc, comme Fatima m'a déjà présenté, donc je travaille à l'Institut de santé publique du Québec, donc qui est un centre d'expertise et de référence en santé publique. Et je travaille dans l'unité de surveillance, évaluation des risques et contrôle des maladies infectieuses, dans l'équipe zoonose qui traite de la maladie de Lyme, donc surveillance de la maladie de Lyme, mais aussi de virus du Nil occidental, de la rage, puis un petit peu les zoonoses entériques. Puis tout ce qui touche aux zoonoses, c'est notre équipe qui le prend en charge. Donc, l'objectif de ce séminaire, c'était de vous présenter l'épidémiologie de la maladie de Lyme et son évolution, comprendre le fonctionnement du système de surveillance intégré de la maladie de Lyme au Québec, comprendre qu'est-ce qu'on fait des données qui sont issues de ce système de surveillance, puis expliquer les raisons d'être et puis les défis des données de surveillance et du programme intégré de la maladie de Lyme. Donc, je pense que je vais faire la présentation, puis les questions seront à la fin. Donc la présentation va suivre les objectifs. On va d'abord faire un portrait général de la maladie de Lyme au Québec. Je vous expliquerai comment fonctionne le système de surveillance, comment on utilise les données, et ensuite on fera un petit point sur avantages et limites de la surveillance. Donc la maladie de Lyme, pour ceux qui sont moins familiers avec cette maladie, c'est une maladie qui existe principalement dans l'hémisphère nord, donc aussi bien en Europe, Asie qu'en Amérique du Nord. Et elle est causée par la bactérie Borrelia burgdorferi, qui se trouve à la base, c'est le réservoir, ce sont les rongeurs, les petits mammifères, donc ici, souris à pattes blanches, puis les tamias aussi. Et pour passer d'un animal à un autre, il faut forcément que ça passe par une tique. Et au Québec, c'est la tique Ixodes scapularis qui est le vecteur de la bactérie. Donc, on a donc un cycle comme ça de rongeur en rongeur par les tiques. Mais si un être humain passe à proximité de la tique ne va pas faire la différence. Elle va s'accrocher à l'être humain. Et quand elle va la piquer pour faire son repas de sang pour son cycle biologique, si la tique est infectée, elle pourra transmettre la bactérie à l'être humain. Donc, quelques photos pour vous montrer ceux qui n'en ont jamais vu. Donc, la tique Ixodes scapularis, qu'on reconnaît, qui est donc marron avec son bouclier noir, d'où le nom scapularis. Très petit, là, vous voyez, par rapport à la taille d'un doigt ou par rapport à une pièce. Puis, on a différents stades. Donc, la larve qui est vraiment toute petite, qui n'est même pas représentée ici. Puis, la nymphe et puis les adultes. Donc, où est-ce qu'on trouve la tique Ixodes scapularis? On la trouve dans les milieux forestiers. Elle a besoin d'humidité. Elle ne supporte pas tout ce qui est trop sec, trop de chaleur. Donc, on la trouve en milieu forestier, principalement dans les forêts mixtes.
Puis on ne la trouve pas dans les arbres ou dans l'air. La tique ne vole pas, ne saute pas. Elle est à terre dans les feuilles mortes. Et au mieux, elle va monter sur un brin d'herbe pour essayer de s'accrocher à un animal qui passe à proximité. Et il faut savoir que la tique est active dès lors qu'il fait plus de 4 degrés. Donc le pic d'activité, c'est printemps et automne. Mais même en hiver, si les températures sont clémentes, on peut avoir des tiques actives dans les forêts. Alors, concernant la maladie de Lyme, donc au Canada, c'est plus une nouveauté. On sait qu'il y a des cas de maladie de Lyme dans l'ensemble du Canada. Les provinces les plus concernées, ce sont l'Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse. Les cas sont principalement acquis sur le territoire canadien, mais on a quand même une certaine partie des personnes qui se sont infectées lors de voyages dans d'autres zones endémiques comme aux États-Unis ou en Europe. Donc au Québec, effectivement, depuis que la maladie est à déclaration obligatoire, on observe un nombre de cas qui augmente à chaque année. Et sur tous ces cas qui sont acquis, qui sont déclarés, la majorité sont acquis sur le territoire québécois. Donc c'est plus une maladie qui vient d'ailleurs, c'est vraiment présent au Québec, c'est vraiment endémique. Si vous allez voir sur le site du ministère, il y a le nombre de cas qui sont déclarés au fur et à mesure de l'année. Donc là, au 18 octobre, on avait 456 cas déclarés, dont 397 acquis au Québec. Puis la majorité des cas sont acquis dans le sud du Québec. C'est ici que les populations de tiques sont établies, sont capables de vivre d'une année sur l'autre. Donc Montérégie et Estrie, maintenant aussi de plus en plus l'Outaouais, sont les régions les principales où on trouve les cas de maladie de Lyme. Puis effectivement, on a un petit lien avec les effets. On a un petit effet des changements climatiques. On pense que avec les changements climatiques, le réchauffement du climat, on va avoir une plus grande zone où les tiques seront capables de vivre d'une année sur l'autre, et donc une plus grande zone où l'être humain peut s'infecter. Donc un nombre de cas qui devrait continuer à augmenter dans le temps. Donc ça, ce sont des données qu'on trouve aussi à chaque année sur notre site de l'INSPQ. On fait les rapports de surveillance à chaque année. Rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de la présentation et je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas m'avancer plus sur les symptômes, mais pour avoir une idée, donc pour avoir la maladie de Lyme, ça prend une piqûre de tique, une piqûre par une tique infectée. Au Québec, il y a 12 espèces de tiques. Il y a juste Ixodes scapularis qui peut transmettre la maladie de Lyme. Et on estime que 17% des tiques sont infectées. Donc ça peut varier d'une région à l'autre. Donc ce n'est pas toutes les piqûres de tiques qui vont transmettre la maladie. Si vous êtes piqué par la tique et qu'elle vous a transmis la bactérie, dans le premier mois, la maladie évolue avec la fatigue, les douleurs musculaires, puis l'érythème migrant, comme on voit sur la photo, qui est une rougeur cutanée qui va... Pardon? Une rougeur cutanée qui va s'étendre autour du point de piqûre et évoluer dans le temps. Si la maladie n'est pas traitée rapidement dès les premiers stades, ça évolue vers des complications cardiaques, des douleurs articulaires, des troubles du système nerveux, on peut avoir la paralysie. Puis le dernier stade, c'est l'arthrite de Lyme, l'arthrite chronique. La maladie de Lyme se soigne bien par les antibiotiques, surtout quand c'est diagnostiqué suffisamment tôt. Ça peut être plus compliqué dans les stades suivants. On n'a pas de vaccin. On a une prophylaxie post-exposition qui est une dose unique de doxycycline qui peut être donnée par voie orale après une piqûre de tique selon certains critères à respecter pour maximiser l'effet. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on n'a pas beaucoup de choses pour nous aider à se prémunir de la maladie. Ce qui est important, c'est la prévention. Donc, on peut tout de suite, avant d'en venir à la système de surveillance, rappeler que les mesures de prévention, ce sont des protections individuelles. Si vous allez dans des zones à risque, donc dans les forêts, activités de plein air en forêt, pensez à se couvrir les jambes, les bras, utiliser un insectifuge. Et après chaque sortie ou travail dans une zone à risque, inspecter son corps, voir s'il n'y a pas des tiques qui sont restées accrochées et retirer les tiques qui sont présentes.
Donc, après avoir fait ce tableau général de la maladie de Lyme, donc, je vais vous présenter le système de surveillance. Donc, avant, je voulais rappeler que la surveillance, c'est une méthode qui consiste à enregistrer les données de manière standardisée, régulière, prolongée dans le temps, pour essayer de voir les tendances et comprendre s'il y a des évolutions dans le temps ou dans l'espace. Donc, c'est pour ça qu'on a quelque chose de standardisé pour mesurer tout le temps la même chose et voir comment ça évolue dans le temps, et en vue d'adopter des mesures de lutte appropriées. On ne fait pas juste de la surveillance pour… comme ça, on a quelque chose en vue. Est-ce qu'on peut mettre en place des mesures ou pas? Est-ce qu'il y a besoin de mettre en place des mesures ou est-ce qu'il n'y a pas besoin? Et suivre comment ça évolue dans le temps. Donc, l'objectif de la surveillance de la maladie de Lyme au Québec, c'est donc suivre cette évolution spatio-temporelle des cas humains, également de la distribution des tiques et du taux d'infection de Borrelia, comprendre comment ça évolue, et dans le but d'identifier les zones à risque pour ensuite pouvoir faire de la prévention, informer les régions et la population de où sont les zones à risque de contracter la maladie de Lyme. Pour cela, on a 3 types de surveillance de la maladie de Lyme. C'est quelque chose d'assez complet. Donc, on a d'abord la surveillance des cas humains. Donc, on a une définition nosologique et les médecins ou les laboratoires sont tenus de déclarer tous les cas qu'ils identifient. On a ensuite la surveillance acarologique, donc la surveillance des tiques passives, c'est-à-dire que les personnes ou les animaux qui sont piqués par une tique, donc si vous avez une tique sur vous ou si vous le trouvez sur votre animal, vous pouvez aller chez votre médecin ou le vétérinaire qui va prendre la tique et l'envoyer au laboratoire de santé publique du Québec pour que ça prenne part à ce système de surveillance passive pour justement identifier où est-ce qu'on trouve des tiques sur le territoire, combien, quel stade, avoir une idée de qu'est-ce qu'on a sur le terrain. Puis ensuite, on a la surveillance acarologique active, où là, c'est nous qui allons sur le terrain chercher des tiques dans l'environnement, là où on pense qu'il y en a. Donc, je vais revenir sur chaque type de surveillance. Donc, la surveillance humaine, donc, ça part du fait que la maladie de Lyme est à déclaration obligatoire depuis 2003. On a une définition nosologique très précise. Tous les cas ne rentrent pas dans cette définition. Et donc, effectivement, si le médecin ou le laboratoire identifie un cas, il est déclaré auprès de la direction de santé publique qui met en place une enquête pour vérifier ce cas, valider les informations, être sûr qu'on correspond bien à la définition nosologique pour que notre surveillance soit bien uniforme dans le temps. Puis, les données sont envoyées au ministère et nous, ensuite, à l'INSPQ, on récupère les données à chaque année pour nos rapports et notre carte de risque. Le deuxième système, donc la surveillance passive, c'est quelque chose qui est mis en place depuis 1990 et c'était à l'échelle du Canada. Ça repose sur une participation volontaire des cliniques. Donc, les médecins et les vétérinaires qui trouvent des tiques sur leurs patients peuvent l'envoyer au laboratoire. Les tiques sont identifiées au laboratoire de santé publique du Québec. Puis les Ixodes scapularis sont envoyés au laboratoire national de microbiologie à Winnipeg pour l'identification des pathogènes. Puis on ne recherche pas seulement Borrelia, on cherche aussi l'anaplasmose, une autre borréliose et une babésiose, pardon, et le virus de Powassan. Et de la même manière, les données sont ensuite renvoyées vers l'INSPQ pour compiler toutes ces informations. Et donc notre dernier système de surveillance active, ça a démarré initialement en 2007 avec des projets de recherche de l'Université de Montréal et de l'Agence de santé publique du Québec, du Canada, pardon, donc qui recherchaient à certains endroits des tiques. Et ça a mené à un programme de surveillance provincial, donc plus uniformisé, plus standardisé depuis 2013. Donc c'est l'INSPQ qui est mandaté par le ministère pour faire cette surveillance. On collabore avec l'Université de Montréal pour faire la partie terrain. Et puis, on utilise la méthode de la flanelle sur une centaine de sites par an. Et ces sites sont sélectionnés en fonction de l'environnement et en fonction des résultats de surveillance des années précédentes. Donc, comment on fait de la collecte de tiques sur le terrain? C'est assez simple. On prend une flanelle de 1 mètre par 1 mètre blanche et on la tire dans les boisés où on pense qu'il y a des tiques. Et les tiques qui sont en train d'attendre sur leur brin d'herbe avec les brins en l'air pour attraper un hôte vont être leurrées en fait par le tissu, elles vont s'accrocher au tissu. Donc régulièrement, après tous les 25 mètres, avec une petite pince, on récolte toutes les tiques qu'on trouve sur la flanelle.
on les met dans un tube d'alcool et on les envoie pour analyse au laboratoire. Et donc, cette collecte de tiques se fait sur environ 2000 mètres dans chaque site où on veut collecter des tiques. Alors ensuite, comment on utilise toutes ces données? Tout ce qui vient donc des cas humains, de la surveillance passive, de la surveillance active peut être utilisé. Donc nous, en santé publique, on va l'utiliser pour faire des rapports de surveillance, des cartes de risque. Puis on pourrait, c'est aussi très utilisé en recherche. C'est pas l'objet de la présentation ici, mais ça sert souvent de base pour comme donnée initiale pour faire des modèles pour comprendre quels sont les facteurs de présence de tiques à tel endroit, des modèles prédictifs de la présence de tiques, par exemple en fonction du climat, en fonction de la température, du type d'habitat. Donc, généralement, les chercheurs se basent sur ces données pour entraîner leurs modèles. Mais nous, ce n'est pas l'objet de notre unité. Nous, on veut plutôt se servir de nos données de surveillance pour informer le public ou informer les régions. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes nos données de surveillance et en les compilant ensemble, vous verrez ensuite, par la suite, comment on fait. On établit un niveau de risque par municipalité. Notre but, c'est de faire comme une petite analyse de risque et ensuite de produire donc, des rapports de surveillance annuels, produire une carte de risque d'acquisition de la maladie de Lyme et également les zones où on pourrait recommander la prophylaxie, ce que je parlais auparavant, de la PPE. Il y a certaines zones où on peut recommander de prendre une dose de doxycycline après une piqûre de tique. Et toute cette surveillance intégrée se fait en collaboration. Vous voyez tous les acteurs qui sont en haut dans le cercle. Donc, on a le ministère, l'Université de Montréal, les DSP, le laboratoire de Winnipeg, le laboratoire de santé publique du Québec, puis nous ici à l'INSPQ. Donc, toutes ces personnes travaillent en collaboration à différents niveaux pour élaborer ces différents produits. Et ensuite, donc, ces niveaux de risque nous orientent ensuite sur comment et où faire la surveillance active pour que ça soit le plus pertinent. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez trouver cette carte sur notre site, le site internet de l'INSPQ. Donc c'est une carte de risque de l'acquisition de la maladie de Lyme. Vous voyez en orange toutes les municipalités qui sont à risque significatif. C'est les zones endémiques, là où on pense que les tiques sont installées durablement, qu'il y a de la circulation de Borrelia et qu'il y a une transmission possible à l'homme. On a ensuite les municipalités en jaune où le risque est présent. Le signal qui vient de la surveillance nous montre qu'il se passe quelque chose, mais pas suffisamment pour qu'on les détermine comme zone endémique, mais il y a quand même de l'activité. Et en gris, le risque est possible, car on estime qu'on peut quand même retrouver des tiques dans l'ensemble du Québec, car elles peuvent être apportées par les oiseaux migrateurs. Donc dans l'ensemble du Québec, on peut rencontrer des tiques en fait. Mais elles ne sont pas forcément capables de vivre d'une année sur l'autre au même endroit. Donc, comment on définit ces 3 niveaux? Ça a été fait par le groupe d'experts des maladies transmises par les tiques de l'INSPQ. Donc, pour chaque type de surveillance, on a un indicateur. Donc, pour que la municipalité soit à risque significatif, il faut que soit elle ait eu plus de 3 camados en 5 ans, soit plus de 23 soumissions de tiques en surveillance passive sur 5 ans, ou qu'on ait trouvé les 3 stades de la tique ou 6 spécimens et des tiques positives à Borrelia sur une même année. De la même manière, le risque présent, il faut 2 camados ou 11 à 22 soumissions ou au moins une tique en surveillance passive. Puis toutes les autres municipalités sont classées à risque possible. Donc pour revenir sur les avantages et limites de notre système, donc chaque surveillance a un avantage ou a des avantages ou des inconvénients. Donc la surveillance des cas humains, c'est une surveillance qui est très standardisée. On a des définitions nosologiques très précises. Donc ça nous permet de faire un suivi spatio-temporel d'une année sur l'autre. On mesure la même chose. Il peut y avoir des petites modifications dans la définition au fur et à mesure, mais globalement, on sait qu'on mesure la même chose. L'inconvénient, c'est que on a beaucoup de sous-déclarations de cas en maladie de Lyme, car c'est une maladie qui est pas facile à diagnostiquer parce que, comme vous avez pu voir dans les symptômes, c'est très polymorphe, donc ça peut ressembler à beaucoup d'autres maladies. Donc, si le médecin
n'a pas l'idée principale que c'est la maladie de Lyme, on peut passer à côté, ou bien le médecin n'a pas forcément déclaré le cas, mais il a traité la personne, mais il n'a pas forcément déclaré le cas. Donc, on a aussi un problème de sous-diagnostic. On est aussi dépendant de la capacité des tests de diagnostic. Et nos définitions nosologiques ne prennent pas en compte tous les cas, toute la diversité des cas de maladie de Lyme. C'est centré sur certains qui sont bien faciles à identifier et être sûr qu'on mesure la même chose, mais on n'atteint qu'une partie des cas de maladie de Lyme. La surveillance cardiologique passive, l'avantage, c'est que c'est l'ensemble du Québec. Les animaux, les humains, toute personne ou tout animal sur lequel on a trouvé une tique peut être rapporté à la surveillance. Donc, on a vraiment une image de l'ensemble des tiques qu'on trouve au Québec. Et quand on regarde certaines cartes qui sont produites, on voit qu'il y en a vraiment, effectivement, beaucoup en Montérégie-Estrie, mais il y a aussi des tiques qui sont trouvées à Sept-Îles, à Chibougamau, au Lac-Saint-Jean. Donc, on a une image très large. Par contre, cette surveillance est à base volontaire, donc ça dépend vraiment de la motivation des médecins et des vétérinaires à envoyer les tiques, de la connaissance aussi de ce programme. C'est aussi très lié à la population humaine. On va pouvoir récolter seulement des tiques là où les gens sont présents. Et la population du Québec n'est pas également répartie sur le territoire. Donc, toutes les zones fortement peuplées, on va avoir un signal. Mais toutes les zones où il y a très peu de population, même s'il y a des tiques, on n'aura pas de signal en provenance de ces zones. Et puis, ce système ne fait pas la différence. Est-ce que c'est des tiques présentes sur le territoire depuis de longues années ou si c'est juste des tiques qui sont arrivées ponctuellement par des oiseaux migrateurs, puisqu'on récolte une tique que les gens se sont fait piquer. Donc, on ne sait pas non plus, est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres tiques dans cette zone? Est-ce qu'il y a une forte population de tiques? Donc, on a quelques limites. C'est plutôt présence-absence. La quantification est plus difficile. La surveillance active peut pallier un peu à ces inconvénients. Donc là, au contraire, comme on collecte les tiques sur un périmètre, on peut évaluer la densité de tiques sur cette zone, on peut évaluer le taux d'infection à Borrelia sur toutes les tiques qu'on a collectées. On arrive plus facilement à collecter les différents stades, donc les larves, les nymphes et les adultes, ce qui peut nous indiquer est-ce que c'est des populations établies sur plusieurs années. Par contre, cette surveillance est très coûteuse en temps et en logistique. Il faut se rendre à chaque site, collecter le 2000 mètres, ça prend 3 heures pour une personne à faire le passage de la flanelle. Donc, vous imaginez bien qu'on ne peut pas collecter des tiques, on ne peut pas ratisser à la flanelle l'ensemble du Québec. Généralement, on fait une visite par an dans chaque site et ce qui limite le temps qu'on peut passer par site. Et puis, la méthode de la flanelle n'est pas non plus parfaite. Si les tiques ne se sont pas accrochées à la flanelle, si ce jour-là, les conditions météo font que les tiques ne sont pas actives, même si on passe la flanelle, on n'aura pas de signal. Donc, l'avantage de faire une surveillance intégrée, c'est de mettre ensemble toutes ces surveillances, ça met ensemble tous les avantages, ça compense les inconvénients d'un type de surveillance par rapport à une autre. Et en mettant tout ensemble, on arrive à avoir donc des niveaux de risque qui sont assez fiables avec ce qu'on trouve sur le terrain. Un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est de la surveillance. Donc, on a une image de la maladie de Lyme, de la présence des tiques au Québec, mais il y a une petite différence avec la prévalence réelle parce qu'on ne peut pas atteindre tous les cas de maladie de Lyme. On essaie de faire quelque chose de standardisé pour voir les tendances dans le temps, mais on n'atteint pas la prévalence réelle. Il y a forcément une différence. Et puis ensuite, une fois qu'on a collecté ces données de surveillance, il faut arriver à partager cette information, valoriser cette information. Donc, on a plusieurs méthodes. Donc, comme j'ai parlé tantôt qu'on fait des rapports de surveillance. Donc, chaque année, vous pouvez trouver sur le site web de l'INSPQ les résultats de la surveillance de la maladie de Lyme. Il y a quelques années, il y avait le flash vigie du ministère, mais maintenant, on a fusionné les choses pour que tous les résultats de surveillance annuels soient au même endroit. Et puis, sur le site du ministère, vous avez effectivement des informations sur la maladie de Lyme, mais aussi les tableaux des cas humains
au fur et à mesure qui sont déclarés dans l'année, et vous avez la compilation des données des années précédentes. Tout ça, ça permet d'informer et de pouvoir mettre en place des mesures de prévention localement. Si par exemple un parc comprend qu'il est dans une zone où il peut y avoir des tiques, ou si nous on a collecté des tiques dans le parc et ils veulent informer leurs visiteurs, ils peuvent mettre par exemple un panneau de signalisation pour informer qu'il y a des tiques dans cette zone. On a aussi fait des travaux sur la prévention auprès des travailleurs. Donc, vous pouvez trouver aussi ces éléments sur le site web de l'INSPQ, puisqu'on avait... c'était une profession, certaines professions sont plus à risque que d'autres. Donc, il était utile de pouvoir les prévenir, qu'elles sachent comment se protéger s'ils travaillent dans une zone à risque. Et on a aussi des petites formations de prévention qui peuvent être utiles pour le grand public aussi, s'ils veulent en apprendre plus sur comment en apprendre plus sur la maladie de Lyme et comment se protéger s'ils vivent dans une zone à risque, par exemple. Donc, par ce rapide tour d'horizon, j'espère vous avoir bien présenté l'épidémiologie de la maladie de Lyme et son évolution au Québec. Vous avez eu un rapide aperçu de comment fonctionne le système de surveillance intégré au Québec. Comment on utilise ces données et donc les défis, avantages, inconvénients des différents types de surveillance. Donc, je remercie les différentes personnes qui ont pu contribuer à cette présentation. Puis, je suis disponible pour vos questions. J'ai été rapide dans ma présentation. Ça fera plus de temps pour les questions, ou si vous voulez, je revienne plus en détail sur un point en particulier. Donc, on va procéder à la période de questions. Donc, on invite, donc, je me présente, Bernard Simon Leclerc, je suis responsable de l'organisation des séminaires en collaboration avec Fatima. Donc, on va procéder à la période de questions. On vous invite, si vous avez des questions, soit à écrire votre question dans le bavardage, la discussion, ou soit en levant la main. Donc, on a déjà une première question d'Ena. Merci beaucoup. Y a-t-il une ouverture pour suivre également les cas présumés en utilisant la définition clinique de Lyme afin que nous ayons une meilleure idée du nombre de personnes qui ont réellement la maladie? Je ne sais pas très bien ce qui est entendu par les cas présumés. Dans la définition nosologique des cas MADO, il y a déjà une partie, il faut qu'il y ait certains symptômes cliniques compatibles avec la maladie de Lyme, qu'il y ait les tests de laboratoire qui confirment que c'est la cas de maladie de Lyme et que la personne soit allée en zone endémique. Enfin, ce n'est pas toujours les 3 critères, mais c'est une combinaison de ces différents critères. Et il y a aussi la volonté de déclarer, en fait, que les médecins déclarent tous les cas de maladie de Lyme qu'ils identifient, même si c'est surtout si c'est sur simple cas clinique, sans qu'il y ait forcément de tests de laboratoire. Effectivement, pour qu'on ait une meilleure idée du nombre réel de cas. Je ne sais pas si c'est ça qui était entendu. Puis il y a aussi pardon, juste sur le nombre réel, il y a des études aux États-Unis qui ont été faites. Je me demande si ça n'a pas été fait aussi au fédéral pour estimer le nombre réel, faire des approximations. Si on a tant de nombre de cas MADO, on estime que, par exemple, il y a 10 fois plus de cas en vrai. Ils ont fait des petites études pour voir par rapport à ce qu'on capte et qu'est-ce qui est en vrai. Mais au Québec, ça ne s'est pas fait encore. Merci beaucoup. Donc, on a une autre question de Jasmine. Jusqu'à quelle hauteur la tique peut-elle grimper? Brindilles, broussailles, dans les brindilles, dans les broussailles. Est-ce qu'elle se cache aussi sous l'écorce des arbres comme d'autres types d'insectes? Alors, elle grimpe, la tique Ixodes elle grimpe dans les broussailles et sur les arbustes, je dirais à une hauteur de 1 mètre. Elle ne va pas monter en haut des arbres comme certaines autres, mais 1 mètre, herbe haute et arbuste, on va dire. Elle ne se cache pas dans les écorces, elle se cache dans le tapis de feuilles au sol. C'est pour ça qu'on la trouve beaucoup dans les forêts
de feuillus, les érablières, le tapis de feuilles au sol lui donne l'humidité dont elle a besoin en fait. Et elle va sortir sur son brin d'herbe, mais dès qu'elle a trop chaud, que c'est trop sec, elle retourne dans son tapis de feuilles pour refaire l'humidité. Et c'est ça qui lui permet de survivre l'hiver aussi. Elle est dans son tapis de feuilles, protégée par le couvert neigeux. Et elle peut passer l'hiver, même s'il fait moins 30 dehors, dans son tapis de feuilles, il fait 0 ou plus. Merci beaucoup. Une question de Kossi à Dan Gesso. Bonjour tout le monde. Merci Madame Marion pour la présentation. J'ai une petite question. Elle consistait à savoir quelles sont aujourd'hui les limites de connaissances par rapport à cette maladie en ce qui concerne la question épidémiologique et clinique. C'est-à-dire, si on prend sur le plan épidémiologique et clinique, quelles sont les insuffisances de connaissances qui existaient aujourd'hui et qui consistaient quand même à encourager l'équipe à aller à aller vers la recherche. C'est une bonne question. On a toujours des limites. Alors actuellement, on connaît bien le cycle de vie de la tique. On connaît de plus en plus aussi le lien avec la température. C'est comme ça, on est capable de faire des projections climatiques et d'estimer les zones où le climat serait favorable aux populations de tiques. Mais le cycle de vie de la tique est très complexe, donc on a besoin du climat, mais on a aussi elle a besoin d'hôtes, donc elle a besoin de souris ou de chevreuils ou de petits animaux divers pour se nourrir de sang. Et puis, comme je disais avant, elle a besoin aussi de conditions locales, d'humidité suffisante. Donc, mis ça tout ensemble, ça devient plus compliqué finalement de modéliser ou de comprendre exactement pourquoi on a des tiques à tel endroit et pas un autre et où est-ce qu'elles seront demain. Donc, on continue à essayer de comprendre quels sont les liens entre les différents facteurs et essayer de les projeter tous ensemble. Puis, une autre limite, c'est de comprendre où sont les tiques, présence-absence. Mais pour l'instant, c'est compliqué de comprendre la densité de tiques. On n'a peut-être pas encore assez de recul au Québec pour faire les analyses, mais de comprendre. Ici, il y a une population de tiques établie, mais est-ce que le nombre de tiques va augmenter de façon phénoménale dans les années futures ou est-ce que ça va être très stable et le risque va être stable aussi? Ça, c'est quelque chose que je pense qu'on va aborder de plus en plus dans les prochaines années. Ok, merci beaucoup. Peut-être pour une sous-petite question. Est-ce que ce serait aujourd'hui faisable qu'une étude de maîtrise ou doctorat soit établie par rapport à ces limites pour voir? Est-ce que ce serait quand même quelque chose qui serait faisable? Oui, j'imagine qu'il y a déjà beaucoup d'études de doctorat ou de maîtrise qui s'intéressent à ce sujet, une petite partie du sujet, en tout cas à l'Université de Montréal et à McGill aussi. Il y a plusieurs personnes au doctorat qui, je pense, travaillent sur ces différents points. D'accord, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Alors, on va alterner entre la salle et le bavardage. Une question de Naomi sur le bavardage. Alors, merci pour la présentation. Quel test diagnostique utilise-t-on pour confirmer la maladie? Alors, c'est pas ma spécialité, les tests. Évidemment, j'ai un blanc. Là, il y a des tests, des Western blots. Je connais, c'est pas du tout mon domaine, les tests, mais il y a une confirmation en 2 tests de 2 Western blots pour confirmer que c'est bien la maladie de Lyme. Mais je pense que c'est mieux d'aller voir sur le site du LSPQ. Là, il y a le détail du protocole pour confirmer les cas de maladie de Lyme. Merci beaucoup. Donc, une question de Claude Aimé. Bonjour, Monsieur Leclerc. Bonjour, Marion. Merci pour votre présentation. Moi, je travaille sur les tiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Récemment, nous avons eu un premier cas de malade à virus Crimée-Congo. Et bon, il y a plusieurs investigations qui sont faites dans ce domaine-là. Bon, je vais poser une question. Bon, j'ai 4 questions. J'ai 4 questions par rapport à votre présentation. Je veux savoir, est-ce qu'on constate une progression dans l'installation des tiques sur les différents territoires,
que vous prospectez? Et ma seconde question, est-ce que, je sais que chez les animaux, les chiens, par exemple, ils peuvent contracter la maladie de Lyme, mais est-ce que chez les ruminants, les grands et les petits ruminants, est-ce que ces animaux-là peuvent contracter la maladie de Lyme? Et ma troisième question, je veux savoir sur quoi est-ce que vous basez pour faire la surveillance active des différents terrains que vous choisissez? Et pour ma quatrième question, je veux savoir, est-ce que la seule visite qui est faite sur ces différents terrains, est-ce que ça se fait à la même période, soit si c'est en été ou bien en automne, est-ce que c'est à la même période de l'année que ces visites se font sur ces différents territoires? Merci. Merci beaucoup. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il y a une progression sur les différents territoires? Oui, on voit depuis qu'on a commencé à faire la surveillance en 2006-2007, c'était vraiment la Montérégie, vraiment le sud du Québec, quelques municipalités, Montérégie, Estrie. Puis au fur et à mesure, on a vu que ça s'étendait à d'autres municipalités de la Montérégie et de l'Estrie. Il y avait aussi un autre endroit où ça arrivait en Outaouais, en face d'Ottawa, qui est une zone endémique. Puis petit à petit, maintenant, on en voit en Mauricie. Enfin, vraiment, là, je parle des populations de tiques établies, parce que des tiques, on en trouve partout. Puis on en voit maintenant un peu plus au nord du fleuve. Donc, effectivement, on voit une progression de l'installation des tiques. Puis on voit aussi une progression des cas de maladie de Lyme qui sont maintenant diagnostiqués dans des régions, par exemple aux alentours de Québec, où on n'avait pas trop l'habitude auparavant. On peut avoir des cas à Québec ou même en Gaspésie, ce qu'on ne voyait pas avant. La deuxième question, c'était sur les chiens. Alors Est-ce que les ruminants, Ah oui. peuvent contracter la Alors, maladie? les ruminants, j'imagine que oui, mais c'est pas trop, enfin, c'est pas non plus mon domaine, mais c'est pas rapporté, je pense, comme des animaux très sensibles. Les chiens sont sensibles, et les chevaux aussi sont sensibles à la maladie de Lyme. Ruminants et chats, moins, je dirais. Et la troisième question, c'était de savoir sur quoi vous vous basez pour la surveillance active. Alors, on se base, ça dépend des objectifs qu'on a de la surveillance active, mais si notre objectif, c'est de trouver les populations de tiques établies, on va regarder nos données de surveillance des années précédentes, où est-ce qu'on trouve, où est-ce que les gens nous rapportent beaucoup de tiques, où est-ce qu'on trouve des cas de maladie de Lyme, dans quelle municipalité. Une fois qu'on a identifié la municipalité, on va essayer de cibler une zone favorable aux tiques. Donc, on va essayer de trouver un boisé où on pense qu'elle pourrait s'installer. Qui est quand même accessible pour nous, qui est aussi accessible au public. On va collecter dans des endroits où la population peut se rendre. On va moins chez des particuliers ou dans des zones où personne ne va. Puis on va collecter nos tiques le long du sentier et un peu plus dans le boisé, dans des zones où on peut collecter, où on pense que les tiques sont présentes. Puis pour répondre à la quatrième question, c'est des collectes qui se font entre mai et août. Mai, c'est la période où on a les nymphes qui sont présentes, qui sont actives, donc on va essayer de collecter les nymphes. Puis ça se fait en une seule visite, effectivement, parce que de manière logistique, stratégique, nos ressources sont limitées. Donc si on veut aller à différents endroits, on peut y aller qu'une fois par an, en espérant que cette visite nous permet de collecter les tiques qui sont présentes sur le terrain. Merci beaucoup. Donc, on va y aller pour une question dans le bavardage. Isabelle qui demande si une tique est trouvée sur un animal, est-ce que le citoyen peut contacter directement la direction de santé publique de sa région pour la faire analyser ou il doit passer par un vétérinaire? Et sous question, est-ce qu'il y a des frais pour le vétérinaire d'expédier le spécimen? Alors, non, normalement, il faut passer par le vétérinaire ou si c'était sur un humain, par le médecin. On ne peut pas envoyer directement au LSPQ. Il faut passer par le médecin. Pour les frais, je ne saurais pas vous dire. Par contre, il y a aussi une autre voie qui est intéressante, c'est l'application e-TIC. Vous pourrez aller voir sur le site internet, c'est IE-TIC. Et c'est une application faite par l'université Sherbrooke, l'université Bishop à Sherbrooke, qui a développé une manière d'identifier les tiques, mais par une photo. Donc, si vous trouvez une tique, vous pouvez la prendre en photo, l'envoyer sur leur site web et ils vont vous renvoyer qu'est-ce que c'est comme espèce de tique. Ça peut être une autre avenue si c'est trop complexe d'aller au vétérinaire ou au médecin.
Mais si je comprends bien, on va pouvoir identifier la sorte de tique, mais ça ne nous dira pas si la tique elle est contaminée ou pas. Non, c'est ça. OK. Donc, c'est important de continuer à faire notre système de surveillance passive pour identifier les pathogènes présents au Québec. Mais dans des régions où il y a déjà beaucoup de tiques, ou peut-être que le vétérinaire c'est trop compliqué d'aller au vétérinaire, ou vous n'êtes pas à même d'y aller, déjà la photo peut être déjà une information. Et donc, une question maintenant d'Adrien, Adrien Gould. Bonjour, merci pour la présentation. J'aime bien les présentations succinctes, c'est excellent. Donc, j'ai deux questions. Je vais poser la première après le deuxième, c'est plus long. Quelle est l'adresse qui est utilisée pour attribuer le cas à une unité géographique? Est-ce que c'est le lieu de l'acquisition du TIC ou est-ce que c'est le lieu de résidence? Alors, pour les cas humains, et c'est la même chose pour les tiques qui sont trouvés sur les humains, il y a une enquête qui est faite, il y a un questionnaire, un formulaire qui est associé à chaque cas humain ou chaque tique trouvé. Et on a les deux informations. On a où est-ce que la personne habite et on a aussi où est-ce qu'elle pense qu'elle s'est fait piquer. Puis, dans toutes nos analyses, on enlève, enfin nous, après, on se base sur le lieu d'acquisition. C'est ça qui nous intéresse. On veut savoir où est-ce que la personne a été se promener et qu'elle pense avoir acquis la maladie de Lyme, ou est-ce qu'elle pense que ça te fait piquer. Et pour limiter les biais, on exclut toutes les personnes qui ont voyagé en dehors de leur municipalité dans les 2 dernières semaines. Parce qu'on peut se retrouver à voyager à plein d'endroits différents et ne plus trop savoir est-ce qu'on a attrapé la tique à Mont-Saint-Bruno ou est-ce que c'était à Montréal. Donc, dans certaines analyses, on exclut justement toutes ces histoires de voyage pour être sûr que les gens se sont fait piquer dans leur lieu de résidence. Ah, OK. Donc, même si on a fait un voyage à l'extérieur de Montréal, mettons? Selon certaines analyses, il y a certaines analyses, on a toute l'information, puis ensuite, selon ce qu'on veut présenter, pour être sûr de ne pas avoir des biais, on peut exclure justement soit ceux qui ont voyagé hors de leur municipalité, ou au contraire, on s'intéresse à savoir est-ce que les gens se font piquer chez eux ou en dehors de chez eux. On peut faire toutes les possibilités, en fait, c'est ça que je veux dire. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on prend en compte de vérifier. Quand on fait la carte, est-ce qu'on affiche le lieu de résidence ou le lieu d'acquisition? Parce que c'est des choses très, très différentes. Ouais. Puis ma deuxième question, c'était, y a-t-il une surveillance des cas chroniques de la maladie de Lyme? Mettons, on ne l'a pas traité à temps, on développe cette forme, puis est-ce qu'on peut savoir, mettons, à Montréal, il y a combien de personnes qui souffrent de la maladie de Alors, Lyme? nous, au niveau de l'Institut, ce n'est pas quelque chose qu'on surveille. Nous, on est plus dans le lieu d'acquisition où sont les tiques. J'imagine qu'il doit y avoir des centres hospitaliers ou peut-être d'autres instituts qui sont plus portés sur la partie diagnostic clinique, ce qui n'est pas du tout notre champ de compétences, qui, eux, surveillent davantage ce type de ces cas justement de maladies chroniques ou de maladies de Lyme longue. Mais nous, ce n'est pas notre ressort, donc je ne peux pas en dire plus. OK. Merci. Votre micro est fermé, Oui. Bernard Simon. Merci, excusez-moi, j'avais été déconnecté, là. La surveillance acarologique passive ne semble pas être bien connue des médecins vétérinaires. Y a-t-il de la sensibilisation qui est faite auprès d'eux? Oui, alors ça a été fait. Comment dire, on a un petit peu limité les tiques qui provenaient d'animaux parce que dans les régions de, par exemple, Montérégie-Estrie, où maintenant les tiques sont vraiment présentes, le laboratoire était surchargé. Il y avait beaucoup trop de tiques qui étaient envoyées parce que les animaux ramassent vraiment énormément de tiques. Donc, on a fait des adaptations et les zones où on sait qu'il y a des tiques, très, très schématiquement, les zones ou les régions où on sait qu'il y a des tiques qui sont établies, on a demandé à ce qu'il n'y ait plus de tiques qui sont envoyées de la part
quand c'est trouvé sur un animal. C'est plutôt pour les régions éloignées, la côte nord ou si on en trouve au nord du Québec. Là, oui, on veut recevoir l'info. Mais effectivement, l'estrie de Montérégie, on ne peut plus passer par la surveillance passive, ça devient beaucoup trop intense pour le laboratoire, on dépasse les capacités. C'est là où l'application ITIC peut devenir intéressante parce que ça vous offre une identification de la tique sans surcharger notre système de surveillance. Donc c'est pour ça que le médecin n'était pas, le vétérinaire n'était pas au courant de ce système. Une question de Jasmine. Est-ce que la tique a des prédateurs? Jasmine dit qu'elle a entendu dire que les dindes sauvages pouvaient les manger. Est-ce que c'est vrai? Alors effectivement, c'est ce que j'ai lu aussi. Il n'y a pas vraiment de prédateurs, puis il n'y a pas de méthode. Si quelqu'un se pose la question, est-ce qu'on peut mettre un insecticide ou un acaricide dans l'environnement pour gérer les tiques, on aura brûlé tout l'environnement avant de brûler les tiques parce que c'est vraiment des petites bêtes très résistantes. Effectivement, j'ai lu aussi que les dindes étaient un bon prédateur. Maintenant, est-ce qu'on veut mettre des dindes est-ce que ça serait suffisamment efficace je ne sais pas, mais effectivement. Pareil, peut-être que les tamias aussi, en se grattant et en s'épouillant, peut-être enlèvent les tiques, mais non, c'est très limité en termes de prédateurs. Est-ce que le 811, donc une question de Joanne, le 811 peut-il être mieux renseigné pour mieux divulguer les recommandations en vigueur? Donc, le 811, ça doit être la ligne là, de Oui. Info Santé. Là, Je ne sais pas si la question... oui, ils peuvent toujours mieux se renseigner pour donner de meilleures informations. Donc, oui. la question semble porter un certain jugement que peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment informés ou qu'ils ne participent pas suffisamment à formuler des recommandations. OK. Sans doute, je ne sais pas, c'est pas nous qui les informons directement, on ne donne pas de recommandations pour qu'ils aient quelque chose à dire. Ça passe pas par nous. Oui, je peux prendre la parole. C'est moi, Joanne. Bonjour, Joanne. Bonjour. J'apprécie énormément la rencontre aujourd'hui. La question se disait qu'il y avait des gens, et je m'inclus dans ça, qui ont reçu des drôles de recommandations. C'est-à-dire qu'ils ne recommandent pas lorsque tu es piqué par une tique, d'aller immédiatement, disons, se protéger, prévenir par l'antibiotique qui est donné à nos pharmacies facilement. Même les pharmaciens disent, ben oui, venez, vous êtes piqués, on ne cherche pas le trouble, on y va. Mais le 811 ne nous a pas dit ça, nous a dit d'appliquer de l'eau froide, puis peut-être prendre des Tylenol. Ben, j'ai dit là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je travaille déjà en santé, puis j'ai dit, j'ai reçu la même, il y a quelqu'un d'autre dans le même milieu a reçu la même question. Et tout ça parce que le territoire n'est pas le pandémique. C'est pas un territoire pandémique. Mais voyons donc, il faut avoir la tique, elle va y aller sur l'autre territoire. Il faut y penser. Là. Ça ne restera pas dans la ligne proposée. Donc, j'ai eu ces discussions-là avec pharmaciens et infirmières et là, je me retrouve à dire, ben, pourquoi santé publique, le 811, voyons, j'oublie le nom, là, le 811 ne divulgue pas toujours bien cette information-là. C'est à qui qu'il faut les informer? C'est qui qu'il faut qu'ils informent? Si ce n'est pas vous autres, INSPQ, je veux dire, c'est... je ne sais pas, là, il y a quelque chose, il y a un petit manque à quelque part qu'on trouve et que si je n'étais pas en santé, j'aurais pas été chercher la petite pilule qui est supposément facilement que la plupart des pharmacies de la Montérégie la donnent et moi je reste en Est à Sherbrooke et la donne pareil. Effectivement, je ne connais pas le canal pour mettre à jour, mais je le prends en note, puis s'il y a moyen de le faire remonter ou s'il y a quelqu'un dans les participants qui savent comment
informer, mettre à jour le 8.1, allez-y. C'est lancé dans l'univers. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de questions dans le bavardage. Je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, mais on peut répondre encore quelques-unes. On demande s'il y a d'autres laboratoires environnementaux que GDG Environnement pour envoyer les tiques pour les analyser, car il y a des frais pour ces analyses. Ah bah, nous, on passe par le LSPQ et le LNM pour l'analyse des tiques du programme de surveillance. Si c'est des analyses de tiques que vous voulez faire vous-même, je ne connais pas les autres manières. Il y a, comme je vous disais, e-tick qui permet de prendre, au moins de savoir l'espèce par photo, c'est très fiable. Mais sinon, tout ce qui est société privée, je ne connais pas. Merci beaucoup. Une Stéphanie qui dit que, donc merci pour la présentation, les borrélioses causant la maladie ne sont pas pareilles partout. Et donc là, on parle de Garigny en Europe. Est-ce qu'on voit une évolution vers une plus grande variété au Québec? Oui, bah effectivement, ça c'est un bon point que ce n'est pas les mêmes borrélioses en Europe et ici. D'ailleurs, pour rejoindre un peu la question des tests précédents, c'est une des questions où on veut savoir où les gens se sont fait piquer parce que le test de laboratoire n'est pas le même si c'est une Borrelia d'Europe ou une Borrelia d'ici, ça ne marche pas de la même manière. Il y a eu des études qui ont été faites sur la génétique des Borrelia à l'Université de Montréal et avec l'Agence de santé publique du Canada pour voir effectivement s'il y a des parentés, une diversité. Puis effectivement, il y a des diversités, mais globalement, pour l'instant, ça reste la même souche qu'on a et qui est identifiée par les tests. Mais si vous êtes intéressé, il y a eu des études effectivement qui ont été faites sur la phylogénie. On demande, à Montréal, on constate depuis quelques années plus de cas dans l'ouest de Montréal. Est-ce qu'on pense que cela va s'étendre dans toute la ville de plus en plus et avoir une augmentation étant donné le changement de climat? Oui, alors effectivement, pour l'instant, on a des populations de tiques établies dans l'ouest de l'île de Montréal. Et quand on regarde l'environnement, c'est là où on a quand même des grosses zones de boisés. Il y a des tiques à Laval, il y en a tout autour, donc climatiquement, géographiquement, il peut y en avoir sur toute l'île. Maintenant, comme l'île est quand même très développée, très urbanisée, il faut que la tique puisse s'installer et qu'elle ait suffisamment les conditions autour d'elle. Donc on en revient toujours finalement à ça, l'environnement, est-ce qu'il y a les hôtes disponibles, est-ce qu'elle est capable de faire son cycle de biologie dans un petit parc au milieu de Montréal. Mais oui, il faut s'attendre à ce qu'on en trouve, même après dans les jardins, même de plus en plus sur l'île, sûrement. Alors, on va y aller maintenant avec une autre question de Claude Aimé. OK, merci. Bon, j'ai une autre question. Je veux savoir, est-ce que les tiques détectées, les PCR qui sont faits, est-ce qu'il y a des co-infections au niveau de ces tiques-là? Parce que vous avez dit que vous recherchez les Borrelia, Anaplasma, et Babesia et le virus pour ensemble. Est-ce qu'il y a des co-infections? Et si oui, une personne qui se fait piquer par une telle tique, est-ce qu'elle peut contracter toutes ces maladies-là en même temps? Merci. Alors oui, il y a des co-infections de temps en temps qui sont identifiées. Je n'aurai pas le détail, mais je sais qu'il y a déjà eu borréliose et anaplasma en même temps. Après, en termes de symptômes, maladies, je ne saurais pas dire. C'est vraiment deux champs différents entre ce qu'on analyse dans les tiques et qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi la clinique chez les personnes. Nous, on ne s'intéresse pas du tout, enfin, c'est pas notre champ de compétence de s'intéresser à la clinique. C'est d'autres instituts qui font ça. Donc, dans l'éthique, on voit qu'il y a des co-infections. Maintenant, ce que ça donne chez l'humain, je ne saurais pas vous dire. Ça va, Claude Aimé? Oui, merci, ça va. Alors, il y a une question dans le bavardage. On dit pourquoi les vaccins contre les tiques prescrits chez les animaux domestiques ne sont pas administrables à l'humain? Ah bah, je serais bien en peine de vous dire.
peut-être une question d'efficacité si chez le chien, c'est plus efficace. Peut-être une question commerciale. Je ne saurais pas. Il faudrait demander à des fabricants de vaccins. Voilà. Je pense peut-être qu'une dernière question rapide. Je regarde parce qu'on a certaines questions là, qu'on déborde de la surveillance. Là. Des fois, c'est sûr que les gens sont intéressés par des aspects peut-être un peu plus cliniques de la maladie. Mais en tout cas, je vais vous poser la question. On dit, il y a beaucoup de discussions récemment autour de la reconnaissance même de l'entité nosologique de la maladie de Lyme. Y a-t-il maintenant des données indiscutables concernant les manifestations tardives de la maladie? Je pense aux arthrites et manifestations neurologiques et psychiatriques notamment. Ouais, alors effectivement, ça déborde un peu tout ce qui est maladie de Lyme chronique, post-Lyme, c'est très, effectivement, ça déclenche les passions. Nous, c'est pas ce qu'on surveille, mais tout ce que je peux dire, nous, c'est pour ramener sur la surveillance, c'est que nous, effectivement, en surveillance, on prend une définition qui est objective, qu'on peut mesurer. On sait qu'on va pouvoir mesurer tout le temps la même chose, mais on sait qu'on capte pas tous les cas. On sait qu'il y a plein de cas qu'on capte pas, mais c'est pas grave pour nous parce que nous, on veut suivre la tendance. Donc, si on capte la majorité, on va voir la tendance dans le temps et dans l'espace. Maintenant, pour ce qui est de la reconnaissance de tous les cas, c'est une autre dimension qui, effectivement, sort de la surveillance. Merci beaucoup. Donc, c'est juste pour rappeler à tout l'auditoire que nos séminaires portent sur la surveillance, des événements de santé en général. Et j'imagine que le sujet d'aujourd'hui intéressait beaucoup de participants pour de nombreuses dimensions de la maladie. Et c'est sûrement la raison pour laquelle on a eu un grand nombre de participants. Donc, je vais laisser Fatima pour le mot de la fin. Alors, merci beaucoup, Madame Ripoche, d'avoir aimablement accepté notre invitation à venir parler de la surveillance intégrée de la maladie de Lyme au Québec. Merci pour votre présentation très instructive également. Nous tenons également à remercier toutes les personnes participantes au séminaire d'aujourd'hui, donc autant des personnes étudiantes ou professionnelles en exercice, ainsi qu'à Mme Chantal Huot et Emmanuel Dufault, toutes deux conseillères en communication à l'école pour l'organisation et la promotion du séminaire en surveillance de l'état de santé de la population. Nous vous invitons sur ce à notre prochain rendez-vous qui se tiendra le 16 décembre prochain sur le thème de la notion de plan de surveillance en surveillance de l'état de santé et ses déterminants, qui sera offert par l'un des membres de l'équipe en analyse de la santé et de ses inégalités sociales et territoriales de l'INSPQ. Donc, nous vous disons donc à bientôt et vous souhaitons une agréable journée. Merci. Merci beaucoup, Madame Ripoche, et merci beaucoup à tous les participants. On vous souhaite une agréable journée sous la neige. Merci de l'invitation. Merci bien. Merci, puis merci Fatima. Au plaisir.